Donc, je m'appelle Mickaël Andrieux, toujours. Je suis architecte et formateur chez PrestaShop depuis 3 ans maintenant, et je suis certifié Opquast, qui est un référentiel de management de la qualité web. Voilà. Donc, vous devez en voir de plus en plus des gens qui s'affichent là-dessus. C'est un vrai lobby, vous finirez tous par en faire, rassurez-vous. Au programme aujourd'hui, tout d'abord, le pourquoi c'est important. Souvent dans les presses, on vous parle de choses. Je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le pourquoi on vous parle de ça. Donc, moi, je vais m'appuyer sur mon retour d'expérience de PrestaShop. On a connu une situation assez catastrophique il y a 2 ans. Et c'est ce qui nous a amené à réfléchir au concept de résilience des applications. Donc, je vous introduirai ça en parlant de mon expérience en entreprise. On en arrivera aux solutions, et notamment au design pattern circuit breaker. Donc je vais vous en parler beaucoup. C'est quelque chose qui est compliqué à appréhender, donc je vais prendre le temps, avec l'espoir, à la fin de la conférence, que vous soyez capable de répondre à mon petit quiz. Je déconne, bien sûr. Sa mise en application en PHP, petit questionnaire. Combien de personnes font du PHP ici, ou connaissent un peu le PHP ? D'accord, rassurez-vous, les non-PHP, je traite ça plutôt d'un point de vue de l'architecte. Donc il y aura des lignes de PHP, fermez les yeux ou vomissez dans votre coin, mais il y aura surtout une approche de comment implémenter ce design pattern, et ça, vous pourrez le réappliquer évidemment dans votre langage de prédilection. Ensuite, moi j'aurai fini mon boulot, ça sera votre tour d'agir, donc des applaudissements, en tout cas j'espère, ou des huées du public, voire des insultes originales au micro. Profitez des questions pour cela. Du coup, je démarre. En attendant, chez PrestaShop. Donc, autre question, qui ne connaît pas PrestaShop ici, levez la main. Ah bon, incroyable. D'accord, alors PrestaShop, 300 000 boutiques, 30% du parc de l'e-commerce français, disponible dans 65 pays et traduit dans 47 langues. Ok, ça c'est fait. Donc c'est un des leaders mondiaux de l'e-commerce. On est numéro 1 en Europe, on est numéro 5 mondial, pardon. Donc c'est un éditeur open source qui est basé à Paris et qui édite un CMS open source et gratuit, j'insiste sur les 2 termes, qui permet à n'importe quel commerçant de monter sa boutique en ligne et de commencer à vendre ses produits sur Internet. Donc en qualité d'éditeur, on a un parc, c'est pas nous qui forcément l'hébergeons, on édite la solution et ça va être un réseau d'agences ou des hébergeurs ou d'autres solutions qui vont héberger ça, on a juste le rôle d'éditeur. Mais malgré tout, et là j'en arrive à une capture du dashboard, donc de l'espace d'administration de PrestaShop. Alors rassurez-vous, hein, je ne vous fais pas un quart d'heure sur PrestaShop, c'est pas le sujet. Mais quand on regarde ce dashboard, cet espace d'administration qui est tout à fait classique, hein, sur WordPress c'est le même, sur Spip c'est le même, sur la plupart des CMS vous avez à peu près ce genre d'affichage dans l'espace d'administration. On se rend compte assez rapidement, là j'ai colorisé des blocs à dessin, que même sur une solution fraîche, hein, là c'est une installation fraîche, il n'y a pas forcément de module installé, que vous allez très rapidement dépendre d'API, de services externes, même s'ils sont maintenus par l'éditeur, ce qui est le cas dans les blocs que j'ai colorisés, qui vont apporter de l'information utile. Ça peut être les dernières mises à jour de la solution, ça peut être le nombre de visites actives sur votre boutique, ça peut être des espaces un peu plus sombres de l'éditeur, à savoir des gens qui payent pour avoir leurs petits ads dans le back-office. Donc ça, c'est des partenariats un peu technologiques. On va passer vite là-dessus. Ça peut être de l'information à l'e-commerçant, voilà, des informations marketing, etc. etc. Je suis convaincu, vous aussi, dans vos applications, vous dépendez de services externes. Alors, ce n'est pas forcément très clair pour vous, mais si vous prenez une minute pour réfléchir, très rapidement, vous allez dire, oui, effectivement, j'ai des régies de publicité, j'ai de l'information de Google Analytics qui arrive, ou en tout cas qui est récupérée sur mon site. Des services tiers, il y en a partout. Il y en a dans toutes les applications web, il y en a dans les applications mobiles, il y en a parfois dans les applications desktop. C'est utile pour tout ce qui est mise à jour, pour tout ce qui est news, pour pousser de l'information de manière générale ou en récupérer et de pouvoir faire du décisionnel. La question qu'on va se poser ensemble aujourd'hui, et c'est le but de ma présentation, c'est effectivement si un de ces services tombe, s'il est indisponible. Je ne parle pas du cas où il est buggé, où il ne répond pas à ce qu'il devrait, mais juste, il est parti dans la nature, quoi. Et ça nous est arrivé chez PrestaShop fin 2017, donc un de nos services dont on était responsable, un coup de chance, est tombé.
Alors, le problème d'un projet populaire comme PrestaShop, c'est que beaucoup de gens utilisent la solution, donc beaucoup de gens se plaignent, surtout que c'est un projet français, n'est-ce pas? Et c'est assez difficile quand on maintient ce type de solution de savoir ce qui est grave, pas grave, à quel point c'est grave. Et donc là, ça a commencé à monter, à faire beaucoup de bruit. Beaucoup de gens se plaignaient sur Twitter, Facebook, le forum officiel, des mails. Les gens m'attrapaient dans la rue et me tapaient. Enfin, ça commençait à devenir vraiment grave. Et c'était à raison car plus de back-office pour les gens. Plus d'accès au back-office, donc super critique. Alors là, je ne parle pas des sites que nous, on héberge, puisque PrestaShop a une solution cloud d'hébergement, où vous payez 20 balles et vous avez votre boutique. Là, je parle du parc entier des 300 000 boutiques, dont les e-commerçants ne pouvaient plus accéder à leur espace d'administration. Donc, essayez d'imaginer juste une minute. Vous êtes e-commerçant, vous ne pouvez plus accéder à votre back-office. Ça veut dire plus pouvoir changer les prix, ça veut dire plus pouvoir changer les stocks, ça veut dire plus pouvoir adapter vos pages produits, ça veut dire aussi souvent plus pouvoir répondre aux messages de vos clients. En général, on va dire que le support client est intégré dans le back-office. Dans notre cas, chez PrestaShop, ça voulait aussi dire plus pouvoir vendre de modules et de thèmes, puisque dans le back-office de PrestaShop, vous avez un petit espace à nous, la fameuse marketplace, et donc des ventes perdues, quoi. Ça veut aussi dire perte de confiance et perte d'image pour l'entreprise. C'est-à-dire que bon, si vous voyez passer ça sur les réseaux sociaux et que vous êtes en train de réfléchir à monter votre boutique, vous n'allez pas forcément prendre PrestaShop, quoi. Je peux comprendre. Alors, on s'en est sorti, on a mis quelques semaines. La grosse difficulté par rapport à une solution en SaaS type Shopify, c'est que là, si ça merde, il faut que les gens mettent à jour leur boutique. Et là, on arrive à un deuxième problème de fond de l'écosystème open source, et peut-être même celui de PrestaShop, c'est que les gens ne veulent pas mettre à jour. Ils ne veulent absolument pas mettre à jour, ils ont peur des régressions, ils ont peur des bugs, et du coup, là, ils étaient dans une solution en mode c'est la peste ou le choléra. J'ai plus de back-office, mais si je mets à jour, peut-être que ma boutique va tomber, et du coup, peut-être que j'aurai plus le front-office. Et donc, il y a eu une petite période de flottement de 2 à 3 semaines avant que ce problème se tasse, se résolve, et que ça devienne un mauvais souvenir pour nous. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui avaient entendu parler de ce problème d'ailleurs? Levez la main. Ouais, quelques-uns. On est d'accord que c'est réglé maintenant, hein, rassurez-moi. Ouais. Quelqu'un qui me fait non. On en parlera après. Du coup, conséquence de l'indisponibilité, pour PrestaShop, mais aussi dans votre cas, si ça vous arrive, ça va être effectivement en perte d'image et de confiance. Alors c'est surtout problématique dans l'e-commerce, mais ça peut être problématique dès le moment où vous vendez votre image de manière générale. Une perte d'argent, forcément. Imaginez une méthode de paiement qui tombe. C'est votre site e-commerce, si vous ne pouvez pas payer, c'est problématique, il ne sert pas à grand-chose. Et dans notre cas, ce qui ne sera pas forcément le vôtre, des difficultés à résoudre de façon effective le problème, vu qu'on n'a pas la main sur l'infrastructure, on n'a pas la main sur les sites en tant qu'éditeur. Et ça, c'est un vrai problème. Le but de ma conférence aujourd'hui, c'est de vous montrer comment vous pouvez limiter la casse. On va parler... il était temps de résilience des applications. Petite définition, donc la résilience d'une application, c'est sa capacité à résister à des altérations de son environnement. Si je vulgarise ça, en gros, qu'est-ce qui se passe quand mon service tiers tombe? Voilà. J'aurais pu écrire ça, mais ça faisait beaucoup moins classe. La première solution, c'est améliorer son infrastructure. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes maintenant qui passent par des solutions type Google Cloud Platform, Amazon, Azure pour les plus courageux d'entre nous. On va mettre aussi tout ce qui est JS, CSS, images. On va transférer ça à des services de type CDN, des Fastly, ce genre de choses. Et donc petit à petit, on peut aussi utiliser Trafic, c'est-à-dire répartir la charge, et comme ça notre service tiers ne va pas tomber parce qu'il ne va pas se retrouver sous l'eau. On va avoir tout plein de solutions comme ça où finalement on va confier ça à des tiers et se dire en fait si Google ça ne peut pas tomber, et du coup comme ça mon service tiers il ne tombe pas, je l'héberge là-bas et c'est réglé. Ce qui vient avec ces partenaires, c'est la notion de disponibilité du service, c'est-à-dire vous allez signer des contrats, les fameux SLA, les Service Level Agreement, et ces fournisseurs-là, Amazon, Google, Microsoft, vont s'engager auprès de vous à un certain niveau de disponibilité. C'est ce qu'on appelle les X9 côté DevOps.
Les X-Night, ça veut juste dire combien de 9 après le 99 en pourcentage de disponibilité. Donc comme vous pouvez le voir là dans ce tableau, 99%, ça a l'air d'être beaucoup déjà, mais sur une année, c'est quand même potentiellement 3 jours d'indisponibilité, ou si vous allez gueuler à Google ou quel que soit le fournisseur, OVH, il va vous dire, bah non, contractuellement, c'est bon, je peux te laisser ton site 3 jours down, c'est pas mon problème, je vais pas forcément te rembourser ou te donner quelque chose. Alors très rapidement, on peut rajouter des 9 et donc arriver à un niveau de disponibilité vraiment très efficace, mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on rajoute un 9, la règle c'est que la facture est multipliée par 10. Donc ça devient très vite très cher d'avoir un gros niveau de disponibilité. Et au-delà de la disponibilité, même si c'est un petit peu en dehors de cette conférence, mais j'avais besoin d'aborder ce sujet-là aussi, il y a la notion de durabilité. C'est-à-dire que vous pouvez vous passer de disponibilité. Imaginons par exemple, votre méthode de paiement, elle n'est pas là une demi-journée par an. Si ce n'est pas pendant le Black Friday, c'est peut-être pas si grave. Par contre, si je vous dis que vous avez perdu 1% de vos factures, là, c'est très grave pour vous, parce que votre exercice fiscal, il va être faux, et c'est le service des impôts qui va vous rattraper. Donc, ces services tiers aussi, enfin, ces partenaires tiers vont avoir des engagements sur la durabilité de vos données. Ils vont s'engager auprès de vous, si vous stockez de l'information chez eux, sur un pourcentage de données qui sera toujours là après un certain laps de temps. Et donc, là aussi, il faut avoir des stratégies effectivement, de sauvegarde de ces informations, selon la valeur de ces informations. Donc je vous ai mis un petit lien là que vous récupérez dans les slides. Il y a un speaker qui en parle beaucoup plus que moi, qui s'est plutôt intéressé à la résilience du point de vue infrastructure. Moi, aujourd'hui, je vais vous en parler d'un point de vue plutôt de développeur. Au final, si on résume côté infrastructure, ce que vous avez fait, c'est que vous avez délégué ce problème à des tiers. Donc comme on peut le voir ici, on a délégué, mais c'est contractualisé, c'est cher. Et si par exemple vous avez un service tiers avec un contrat de 99,99%, bah, vous allez vous dire bah, mon infra à moi elle est résiliente à 99,99%. Et non, c'est pas si simple en fait, c'est vraiment pas si simple, parce que en fait vous avez des tonnes de services tiers qui ont chacun, eux, leur niveau de résilience, et donc en fait vous pouvez pas juste dire bah, c'est 99,99, ça va être la résilience de chacun avec un coefficient multiplicateur, ça va être 99,99 fois 99,99. Et en fait, vous pouvez imaginer, si on vulgarise, que la résilience totale de votre application, de votre système, ça sera au mieux un petit peu moins bon que la plus basse résilience du service concerné. Donc on peut arriver très vite à un pourcentage qui est pas terrible si on se concentre sur la résilience que d'un point de vue infrastructure. Car effectivement, Google tombe, on l'a vu cette année, et il a fait tomber pas mal de gros acteurs français avec lui, donc c'était assez marrant. Moi, j'étais en train de préparer mes slides, donc je me suis bien marré quand j'ai vu passer ça en début d'année. Et le but de ma conférence aussi aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'on peut arriver à 100% si on reprend la responsabilité effectivement de ce sujet. Pour cela, on va devoir améliorer son code. Il y a 3 stratégies principales. Déjà, comme je le disais, on va s'intéresser surtout aux API et donc aux appels HTTP qui vont partir vers l'extérieur. Le premier point, ça va être de faire des requêtes avec un client HTTP qui est capable de gérer un timeout. Je vais y revenir tout au long de la conférence, mais ça, c'est très important. Le deuxième point, ça va être de faire du code non bloquant. Et là, PHP, pour le coup, il est beaucoup moins bon, beaucoup moins efficace que d'autres langages qui sont beaucoup plus adaptés à ça. Des solutions existent, j'en parlerai pas, mais à mon sens, elles ne sont pas encore stables et production ready, même en 2019. Et le dernier argument qu'on va voir dans cette conférence, c'est le fait de prévoir une réponse dégradée en cas de problème. Ce comportement-là, en fait, on l'a déjà, la notion de réponse dégradée, on l'a déjà en intégration, on l'a déjà en front. La plupart des gens qui font de l'application mobile l'ont déjà avec le mode offline, le mode avec une connexion pourrie aussi. Et ce que j'aimerais à la fin de cette conférence, c'est que vous ayez aussi ce réflexe, cette réflexion en tout cas, par rapport à tous les services externes dont vous dépendez. Parce que si, les services de Google tombent parfois, et encore, eux, c'est les meilleurs d'entre nous, quoi. Premier prototype de la conférence, j'aime bien ça, faire des petites sailles sur fond sombre, ça marque de suite, ça fait des belles photos. Et parce que je suis souvent tombé là-dessus quand je fais du consulting, configurer un timeout de client HTTP qui est plus petit que le timeout de PHP.
Si vous attendez votre requête HTTP et que PHP meurt entre les deux, je suis désolé, vous ne pourrez rien faire. C'est trop tard, en fait. PHP est mort. Donc ça a l'air con comme ça, mais c'est la première étape vers le commencer à réfléchir à fournir une réponse adaptée. Et ça se règle facilement. Ça veut dire que ce type de code PHP-là, ça suffit à gérer ce problème. On prend le temps qu'on avait imaginé, on regarde le temps max de PHP, et on prend le max des deux, quoi. Deuxième prototype qui vient avec cette notion de réponse dégradée. Si vous devez faire une réponse dégradée, il faut qu'elle soit utile. Il faut qu'elle soit utile pour vos utilisateurs, ceux qui vont voir l'écran en environnement dégradé. Idéalement, il faut aussi qu'elle soit utile pour le développeur qui va vouloir stocker ça, qui va vouloir analyser ça et avoir, on va dire, une vision un peu plus développée de comment interagit l'environnement autour de son application. Je vois beaucoup, là on va parler de circuit breaker, je vois beaucoup de librairies de circuit breaker où par défaut, la réponse dégradée qui est retournée, c'est soit false, soit nul, soit un JSON vide. C'est une connerie, ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Autant ne pas faire de réponse dégradée si c'est pour renvoyer du vide. On en arrive au design pattern de circuit breaker. Donc ça, c'est la solution qu'on a mis en place chez PrestaShop. Je vais vous en parler en parlant d'une librairie que j'ai construite. En fait, j'en ai construit deux. J'en ai construit une pour PrestaShop, et je vais vous présenter la mienne aujourd'hui, qui va un petit peu plus loin, et je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai fait ce choix-là. Pour parler de ce design pattern, je vais commencer par un exemple. Qui connaît cette série dans la salle ? The Big Bang Theory, ouais, tout le monde, donc je vais passer vite là-dessus. Donc Sheldon, c'est un scientifique de cette série de geeks, on pourrait dire. Il a un TOC, donc un trouble obsessionnel du comportement, ou compulsif je pense. Dès qu'il va vouloir entrer en interaction avec quelqu'un et donc passer à la porte, il va taper 3 fois et puis il va dire le nom de la personne, il va faire toc toc toc, tic toc toc toc, etc. Et ce comportement, lui, il est un petit peu exagéré, mais nous, d'une certaine façon, quand on est attendu chez quelqu'un, on va avoir le même comportement. C'est-à-dire que quand vous êtes invité chez quelqu'un, la porte, a priori, elle est fermée au départ, et on va avoir ce comportement assez logique, hein, je pense qu'on sera d'accord sur le sujet, de, on tape à la porte, on sonne, on va dire qu'on tape à la porte, on attend une réponse, hein, il n'y a qu'aux États-Unis où les gens tapent à la porte et rentrent directement, en Europe, ça ne se passe pas comme ça, vous ne rentrez pas chez les gens, en tout cas, c'est pas très bien perçu. Si personne vous ouvre, vous insistez, hein, vous allez retaper 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous allez avoir un seuil mental, au bout d'un moment vous allez arrêter, hein, c'est-à-dire le seuil de voilà, le nombre d'échecs a été passé, et on va adopter un comportement dégradé, quoi. On va repartir, pour les plus énervés d'entre nous, en insultant copieusement la personne qu'on était venu voir, on va s'asseoir et attendre, on va prendre notre téléphone, appeler, on ne sait jamais, peut-être que la personne est derrière la porte et attend. Moi je suis capable de faire ça, hein, je suis un petit rigolo, quelqu'un d'un peu énervant. Et ce cas-là, il est vachement bon pour expliquer ce qu'apporte le circuit breaker. C'est-à-dire que dans le cas idéal, en fait, votre service est disponible, c'est-à-dire que vous allez faire une requête et on va vous répondre. On tape à la porte et puis la personne vous ouvre. Normal, quoi. Dans ce cas-là, en fait, le circuit breaker, si on se remettait un peu en mode HTTP, en mode PHP ou en mode architecture, le circuit breaker, lui, il fait rien, il laisse passer les requêtes, tout va bien, de toute façon, elles passent, donc pas de problème. À ce moment-là, on dit qu'il est fermé ou inactif et que le système est ouvert, c'est-à-dire qu'on est ouvert aux interactions extérieures. Alors ça, c'est le cas idéal, normalement, c'est 99,99% de votre trafic HTTP, ça doit se passer comme ça, hein. C'est-à-dire que le circuit breaker ou la résilience, c'est pas fait pour gérer des services tiers qui sont pourris, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si un service tiers est pourri, il faut s'en débarrasser, quoi. Dans le cas un peu moins idéal, le service est indisponible. On tape à la porte et puis personne ne répond, quoi. Donc, passé un certain nombre de tentatives, on va appliquer un comportement dégradé. Et ça, d'un point de vue circuit breaker, qu'est-ce qui se passe? Il va s'ouvrir, il va s'activer, et à ce moment-là, il va intercepter toutes les requêtes à ce service tiers. C'est-à-dire que votre système, votre application devient isolée de l'extérieur, en tout cas par rapport à ce service tiers, et le circuit breaker va être en charge de retourner la réponse que vous aurez définie, cette fameuse réponse dégradée. À ce moment-là, on dit qu'il est donc ouvert et actif, et votre système, lui, il est fermé, il est isolé de l'extérieur.
Alors, passé un certain temps, normalement, si vous étiez invité chez quelqu'un, que vous tapez à la porte et que vous attendez, vous allez à un moment revenir taper à la porte, c'est-à-dire que vous voulez vraiment voir cette personne. Dans le circuit breaker, il va y avoir aussi ce système-là. Passé un certain temps, on va revérifier la disponibilité du service tiers, parce que le but du jeu, c'est quand même un moment de récupérer la bonne réponse, le bon comportement attendu. Donc, passé un certain seuil d'attente, on va refaire un contrôle de disponibilité de ce service tiers. À ce moment-là, deux cas se présentent assez logiques. Si on est en cas de succès, tout va bien, le circuit breaker se désactive, il relaisse passer les requêtes, donc hop, on est à nouveau dans le cas idéal. Et si on est en cas d'échec, à ce moment-là, il se réactive complètement et hop, il réinterdit l'envoi de requêtes à l'extérieur, il retourne la réponse dégradée. Et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est un circuit, c'est-à-dire qu'on est dans une boucle. Et donc cet état, il est appelé semi-ouvert, semi-actif, selon la nomenclature, ou même semi-fermé. Il y a beaucoup de termes compliqués. Le design pattern n'était déjà pas assez complexe, qu'il y a plein de vocabulaires différents selon les documentations. Le fameux schéma qui va bien, donc si on résume ça, le circuit breaker c'est quoi? C'est une machine à état, j'aime bien le vocabulaire complexe, on a vu la keynote ce matin, il faut, pour passer pour un expert, parler avec des mots complexes. Donc c'est une machine à état qui a 3 états, un état fermé inactif, un état ouvert actif, et un état qui est transitionnel, qui est temporaire, qui est semi-ouvert. Et le but du circuit breaker, du coup, ça va être de se mettre entre le client HTTP, c'est-à-dire entre vous et l'extérieur, le service tiers, et tant que tout se passe bien, il n'agit pas, et donc c'est votre système qui est ouvert à l'extérieur, et dès que quelque chose se passe mal, il s'ouvre, votre système devient isolé de l'extérieur, et le circuit breaker prend la main. Alors, ce fameux circuit breaker, ce design pattern, vous l'aurez compris, il est quand même assez difficile à comprendre, je le vois encore à vos têtes, que malgré tout, et malgré tous mes efforts, vous êtes là, je comprends. Il est malgré tout simple à utiliser, et ça, je vais essayer de vous en convaincre. Il implémente 2 design patterns, le design pattern retry, c'est-à-dire le fait de réessayer avant de lâcher l'affaire, et le design pattern timeout, donc qui va être ce mécanisme d'attente avant de vérifier que le service est à nouveau disponible. Et surtout, il permet de retourner une réponse dégradée. Et ça, c'était un des objectifs qu'on avait. Et ça, c'est lourd. Alors d'accord, le design pattern, c'est compris, mais comment faire ça en PHP, quoi? Parce que PHP, c'est pas le meilleur langage, même maintenant, même en 2019, ça s'améliore, mais déjà, PHP, c'est synchrone, donc déjà, la notion de timeout, c'est chiant. Faire une machine à état alors que PHP meurt à chaque requête, c'est compliqué. Et la chance que vous avez par rapport à moi, c'est que maintenant, des librairies sont disponibles. Déjà, parce que dans la liste, il y en a 2 qui sont à moi, donc... il y a le PrestaShop Circuit Breaker, donc ça c'est celle qui est utilisée dans le CMS depuis fin 2017, donc elle est plutôt très stable puisqu'utilisée par beaucoup d'utilisateurs. Il y a la librairie Resiliency que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est un fork, une adaptation de la première, où j'ai pu expérimenter des concepts dont on n'avait pas besoin dans PrestaShop, mais moi pour lesquels j'avais besoin d'avancer plus parce que la résilience est devenue mon gros dada. Et il y a aussi une librairie qui existe depuis 2014 et qui s'appelle Ganesha. Alors, comment choisir? 3 choix, c'est compliqué. Quand on est dans des équipes tech, on a toujours la difficulté à... Alors, on n'aime pas écrire, nous, notre propre code, mais on a toujours une difficulté à choisir une librairie dans l'écosystème. Moi, à l'époque, c'était facile, il n'y en avait qu'une, et je l'ai vite éliminée, notamment parce qu'elle n'avait pas la qualité de code attendue pour rentrer dans un CMS comme PrestaShop. Ça doit en faire rire certains d'entre vous, mais on est très strict par rapport à ça. Et donc, je vous propose, moi, ma façon de réfléchir à ça. Le premier axe, c'est les versions PHP supportées. PrestaShop, en 2019, ça supporte toujours PHP 5. Oui, pour de vrai. Et donc, on avait cette contrainte-là de, il faut que ça supporte PHP 5, mais il faut aussi que ça supporte les versions PHP de maintenant. Je crois que la 7.4 est sortie, pas loin. Et donc, du coup, on a un axe, enfin, on a un graphe de version PHP à maintenir qui est assez extraordinaire. Et il faut que la librairie aille de bout en bout. On ne va pas prendre une librairie par version de PHP. Donc Ganesha avait ça, mais à l'époque, ne supportait pas PHP 7.2 qui allait sortir. Circuit Breaker, lui, il supporte de PHP 5.6 à PHP 7.4, donc par rapport à ça, vous êtes tranquille. Resiliency, donc ma librairie à moi, personnelle, faite de mon côté, par contre, elle est en version minimum PHP 7.2.
Pourquoi? Déjà parce que moi, je voulais profiter des améliorations de PHP 7, et notamment le typage fort. Alors, je sais que des gens qui font du Java ou du .NET, pour vous, ça vous semble évident, mais c'est pas si récent que ça que PHP soit un vrai langage objet strict et qui permette de faire des choses correctement architecturées. Ensuite, là, il y avait la question du client HTTP. Donc, dans l'écosystème PHP, il y a deux clients HTTP principaux, on va dire, en tout cas en 2019. Il y a Guzzle et il y a le Symfony HTTP Client qui est sorti cette année ou en début d'année dernière. Dans PrestaShop, on utilise Guzzle 5, la version qui est non maintenue, qu'on est obligé de conserver pour des versions de compatibilité de modules, ce genre de choses, qui est un peu pénible à gérer, où personne ne comprend, et nous, en tant qu'éditeur, on souffre, mais c'est comme ça. Du coup, dans cette librairie-là, on devait absolument avoir Guzzle 5. Ganesha ne le fournissait pas, et il ne fournissait pas les bonnes interfaces pour pouvoir nous permettre de faire l'adapteur qu'on voulait. Et donc, on a dû éliminer Ganesha pour ça. Que ce soit Resiliency, quant à lui, à Guzzle 6. Ensuite, il y avait cette notion de couverture de test. Alors là, je vous mets la couverture de test, le code coverage. Je ne pense pas que ce chiffre-là, en soi, soit objectivement un indicateur de qualité. Moi, ce que je vois derrière, c'est mon point de vue subjectif, c'est que quelqu'un qui s'est fait chier à avoir une grosse couverture de code, c'est quelqu'un qui a envie de faire de la qualité. Et ça, pour moi, par contre, c'est un critère qui est objectif de qualité. Si quelqu'un a envie de faire quelque chose bien, a priori, ça sera quand même mieux que quelqu'un qui s'en fout. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, moi, je réfléchis comme ça. Alors après, 94, 90, 99, finalement, ça ne change pas grand-chose. Par contre, si on parle de qualité dans l'écosystème PHP, vous avez maintenant plein d'outils d'analyse statique de code, c'est-à-dire pour l'environnement Java et .NET, vous l'avez embarqué, c'est le compilateur. Nous, on n'a pas ça. On a des outils à part qui font le même boulot. Et dans ces outils-là, vous avez PHP Stan depuis 2 ans, qui est un peu la tête de proue, l'outil le plus populaire, et qui va donner une note à vos librairies, à votre projet, et vous sortir un ensemble d'erreurs sur votre projet s'il y en a. Et là-dessus, le feeling que j'avais avec Ganesha à l'époque, où j'ai fait mon choix, s'est révélé être vrai. Je pouvais toucher du doigt le pourquoi je trouvais que cette librairie était pourrie, même si elle était fonctionnelle et qu'elle marchait bien, en fait. Il y avait énormément d'erreurs. Là-dessus, pareil, le Circuit Breaker et Resiliency ont le niveau maximal possible, à si tenter qu'on soit assisté par ces outils-là. Et donc, pour la suite, je parlerai que de ma librairie qui s'appelle Resiliency. Alors, les ingrédients pour faire un bon circuit breaker, il y en a 4. D'abord, un bon client HTTP. C'est cool, en PHP, on en a plein des bons maintenant. Du coup, je ne vais pas m'en développer un. Le deuxième, il me faut un système de stockage persistant. Ensuite, il va me falloir un objet pour stocker la configuration de mon circuit breaker. On a vu qu'on avait quand même quelques petits paramètres, le timeout, le nombre d'erreurs à stocker quelque part. Donc ça, on va un petit peu le modéliser sous forme d'objet. Et enfin, un dispatcher d'événements, parce que dans tous les systèmes qui ont un cycle de vie, on aime bien pouvoir dispatcher des événements. Alors, dans les clients PHP, dans les clients HTTP, pardon, j'avais quand même 2 prérequis. Je devais être capable de faire des appels HTTP et HTTPS, et surtout, il fallait que je sois capable de gérer un timeout. Alors, je ne sais pas dans les autres langages, mais PHP, même dans son client natif, que ce soit avec des wrappers ou l'extension curl, c'est très facile de pouvoir gérer le timeout. C'est-à-dire que les développeurs PHP n'ont pas ce réflexe-là, mais en fait, la plupart des clients HTTP de l'écosystème sont tout à fait capables de gérer ça. Donc, je n'ai pas eu de problème avec ça. J'ai juste fait un adapteur pour Guzzle 6, qui est le client HTTP le plus utilisé dans mon écosystème, et un client HTTP pour Symfony, parce que je suis un Symfony fanboy. Faites-vous-y. Pour la persistance, j'en avais besoin pour une raison, j'en ai déjà parlé. PHP meurt à chaque requête, mais moi, mon circuit breaker, lui, il doit garder l'état. Ça veut dire que si j'ai échoué une fois, je ne peux pas juste dire j'ai échoué une fois, je recharge le navigateur et je refais un appel HTTP à l'extérieur. Sinon, ça ne sert à rien. En fait, mon circuit breaker, il va toujours être un système d'échecs, il va toujours refaire un appel, et donc on va toujours être en situation d'attente du timeout du client HTTP, et on ne va jamais en fait, transitionner d'un état à un autre. En fait, mon circuit breaker, il ne va servir à rien. Je sais qu'en Java ou en .NET, vous n'avez pas ce problème, votre session elle est persistante. Je ne sais pas si j'utilise les bons termes, je ne suis pas du tout dans cet écosystème-là. En tout cas, PHP, en général, il va retourner une réponse et puis il va mourir. Et si vous refaites un appel au site web, bah, c'est une nouvelle session, c'est un nouveau PHP qui est monté, ainsi de suite.
Là-dessus, différents adapteurs. Alors, il y a toujours le fameux adapteur tableau PHP, un petit arrêt statique qui va permettre notamment de faire tourner la suite de tests et qui va mourir à chaque requête, donc c'est vraiment pas celui qu'il faut utiliser. Et du fait que j'ai implémenté un adapteur pour le composant cache de Symfony, je vais pouvoir me récupérer toute une série d'adapteurs, que ce soit un système de fichiers, que ce soit l'ORM Doctrine, donc MySQL derrière, PostgreSQL, MongoDB, Memcache, Redis, je crois même qu'il y a un adapteur pour Elasticsearch. Et donc vous aurez l'embarras du choix pour savoir où stocker effectivement les états de votre circuit breaker. Enfin, la configuration du circuit breaker, essayez de garder en tête rapidement le schéma que je vous ai montré. On a besoin de 4 paramètres. Déjà, le nombre d'échecs autorisés, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on tape à la porte avant d'estimer que c'est mort, que la personne ne va pas nous répondre. Un timeout pour le client HTTP. Rappelez-vous, il doit être plus court que le timeout de PHP. Le seuil d'attente de disponibilité, ce qu'on appelle le threshold pour seuil, on va devoir définir, donc à partir de combien de temps on estime que là le service tiers pourra être à nouveau disponible. Et enfin, le striped timeout, qui est le temps d'attente pour effectivement ce test de redisponibilité. Alors pourquoi ce timeout? C'est pour une raison. Vous pourriez, en tout cas, votre équipe produit pourrait prendre cette décision de se dire on va faire attendre le client un peu plus longtemps, mais on préfère attendre un peu plus longtemps parce que notre service tiers est un peu lent à répondre, mais obtenir la bonne réponse plutôt que lui redonner la réponse dégradée. Et le fait de pouvoir avoir un stripe timeout qui est un petit peu plus long que le timeout, dans certains cas, je ne dis pas dans tous, si votre service tiers il est vraiment tombé, il est tombé, vous ne pourrez rien faire, mais s'il est juste un peu plus lent à répondre, vous pourriez quand même faire le choix business, fonctionnel, de dire « d'accord, je préfère attendre, c'est pas de problème, mais je veux la réponse ». Et dans ces cas-là, c'est intéressant sur ce test de redisponibilité d'avoir un timeout qui est un petit peu plus long que le timeout d'origine. Ensuite, un event dispatcher. Pourquoi? Pour avoir un circuit breaker sous stéroïdes. On aime, dans tous les systèmes qui ont un cycle de vie, on aime avoir des événements, on aime pouvoir se greffer dessus, rajouter du comportement, faire du log. Et dans ce circuit breaker, en tout cas dans ma librairie, vous avez tout un ensemble d'événements à chaque étape de ce cycle. Alors à l'initialisation, quand on essaie un appel HTTP, quand le circuit breaker s'ouvre, quand il se ferme, quand il se réouvre, quand on fait un test de redisponibilité du service. Et deux événements dont je vais vous parler très bientôt, dans quelques slides, un événement de reset et d'isolation du circuit breaker. Alors on y est, ça y est, on a préparé notre circuit breaker, je passe rapidement là-dessus, on a notre fameux client HTTP qui dépend de Guzzle, on a créé notre configuration, on a créé notre système de stockage, on a notre dispatcher qui dépend de BSR14, c'est-à-dire en gros des standards de PHP. On est content, on va pouvoir lancer nos appels, et c'est parti. On définit notre callback de response, donc c'est une simple callable, une fonction. Ce qui est bien, c'est que cette fonction, elle va récupérer des informations du circuit breaker, elle va récupérer un objet qui n'est pas un objet request, mais c'est tout comme, c'est-à-dire il va récupérer les informations de la tentative qui a été faite, ce qui va vous permettre d'adapter la réponse dégradée au service tiers qui est tombé. Donc ça peut être assez intéressant. Et une fois ceci fait, on a un simple appel à une fonction call, ce qui ressemble étrangement en fait à ce que vous pourriez faire avec un client HTTP classique au final. La seule différence, c'est que vous allez avoir effectivement à passer cette fameuse callable, cette fameuse réponse dégradée en argument. Donc on va pouvoir passer ici l'URI du service tiers, la callback de réponse et un fameux tableau associatif qu'on retrouve dans beaucoup de librairies PHP qui permet de passer tout un tas d'options pour adapter le circuit breaker ou pour adapter effectivement l'appel HTTP. Et en fait, là, c'est bon. C'est-à-dire que ça y est, on y est, et c'est pour ça que je vous dis c'est simple à utiliser, c'est parce que votre travail à vous, il commence ici, en fait. Et j'ai fait tout le reste. C'est cool. Deuxième cas d'utilisation, imaginez que vous êtes responsable ou que vous savez que le service tiers dont vous dépendez va être mis en maintenance. Vous n'avez aucun intérêt, du point de vue de votre application à vous, d'attendre effectivement que ça tombe pour retourner la réponse dégradée. Le fait d'avoir ce système d'isolation et de reset du circuit breaker, qui est une nouveauté de Resiliency par rapport à la librairie de PrestaShop ou Ganesha, c'est la possibilité de trigger manuellement, avec du code PHP bien sûr, l'état du circuit breaker. C'est-à-dire que vous allez pouvoir décider vous-même, soit par le système d'événements, soit via un script,
d'isoler momentanément un service tiers, de dire non, non, on va retourner tout le temps la réponse dégradée, et dès la fin de la maintenance, dire d'accord, on reset, on referme, on désactive le circuit breaker et on relaisse à nouveau passer les appels HTTP. Le fait d'avoir ce système d'événements et d'avoir cette notion d'isolation et de reset, ça vous permet de faire ça. Ça vous permet de bosser correctement. Ce qui vient avec ça, qui est aussi une nouveauté de Resiliency par rapport aux autres librairies PHP du marché, c'est la notion de monitoring. Alors elle n'est pas très développée dans ma librairie à l'heure d'aujourd'hui, mais vous avez un objet que vous allez pouvoir passer dans votre event dispatcher qui va aller récupérer tous les événements et vous récupérer un objet, une structure, qui va vous donner des informations sur ce qui s'est passé au niveau de vos différents services tiers. Donc ça peut vous servir pour de l'analyse, pour du stockage, pour des logs, pour essayer de comprendre un peu mieux, sans avoir besoin d'outils vraiment haut niveau, de comprendre un peu mieux comment effectivement réagit votre environnement autour de vous. Ensuite, côté Symfony, je vous le disais, je suis un Symfony fanboy, donc le premier truc que j'ai fait dès que j'ai fait ma lib, c'est que j'ai vérifié comment ça marche dans Symfony. À l'heure d'aujourd'hui, les développeurs Symfony, j'ai pas fait de recette flex, je suis désolé pour ça. Si quelqu'un a envie de le faire, moi je suis prêt à la maintenir, mais j'ai pas encore eu le temps de m'y intéresser. Il y a un petit exemple ici, vous pouvez suivre le lien et donc vous pouvez directement jouer avec ça. Le lien est à jour. Donc ce qu'on voit ici, en fait, c'est que effectivement, dans une application Symfony, ou même une application MVC de manière générale, vous allez pouvoir directement, dans vos fonctions, protéger vos appels HTTP, que ce soit pour des services tiers ou pour récupérer une information momentanée, de l'extérieur et en contrôler le comportement. Ça fonctionne de la même façon. Ce qui était bien avec Symfony, par contre, c'est qu'il y a un environnement de développement qui est fourni avec, et notamment ce qu'on appelle un profiler. Ce profiler, il va vous permettre d'agréger de l'information à chaque requête qui est effectuée sur votre application. Et du coup, j'ai fait mon propre profil Symfony lié à Resiliency qui va permettre à chaque requête de vérifier les appels à des services tiers passés, comment ça s'est passé, notamment avec la notion d'événement qui a été dispatché. Est-ce que c'est bien la bonne réponse qui a été retournée? Est-ce que c'est une réponse dégradée? Combien de fois? Ça me permet de loguer cette information et de voir au jour le jour ou appel après appel, effectivement, le pourcentage éventuellement d'appels qui se sont bien passés, parce que ça, c'est une notion qui est importante. C'est-à-dire qu'on pourra avoir de la résilience, se dire 99% de mes appels à des services tiers passent. C'est peut-être une bonne métrique, peut-être pas, je ne sais pas. C'est à voir avec vos équipes fonctionnelles. Le fait de pouvoir monitorer ces informations, ça vous permet de faire du décisionnel. Donc c'est assez important pour moi, au-delà du design pattern circuit breaker, c'est-à-dire que le monitoring, c'est pas lié au design pattern strictement. Par contre, je me dis que si on met en place ce genre de système, ce qui vient avec, c'est de pouvoir faire du décisionnel. C'est où on met le doigt. On protège comment, et on protège combien, et à quoi on s'engage. C'est super important. Ensuite, tester, c'est douter. Bon, on va quand même le faire, c'est important. C'est important pourquoi? Petite histoire que je vous raconte, la première version que j'ai livrée à PrestaShop, donc 1.0, j'étais tout fier, j'avais ma suite de tests unitaires 100%, PHP Stan niveau 7, tous les outils logiciels, je les ai passés dessus, j'étais top du top. On le met en place, ça retournait la réponse dégradée 100% du temps. Ma librairie ne marchait pas, elle ne marchait pas, elle manquait de tests fonctionnels. C'est super important de vérifier une fois que vous avez mis un système de fallback, parce qu'en fait, avant, c'était soit ça marche, soit ça pète. Donc vous le saviez quand ça ne marchait pas. Mais si vous avez un système qui vous répond une réponse dégradée, ça marche toujours. Et la notion de ça marche, elle est différente d'un point de vue logiciel et d'un point de vue fonctionnel. Si vous retournez toujours la réponse dégradée, du point de vue du client, ça ne marche pas. Du point de vue de votre boss, ça ne marche pas. Et donc il faut savoir, effectivement, vérifier que les appels que vous avez protégés retournent la réponse dégradée, que cette réponse dégradée, c'est bien celle que vous avez définie et qu'elle correspond bien, effectivement, à ce que vous avez défini avec vos équipes produits. Je finirai là-dessus. Donc, pour tester correctement un système, vous allez avoir besoin, encore une fois, de 4 choses. J'aime bien, ça fait 4, ça fait un peu classe. Donc, un client de test HTTP, de quoi moquer vos réponses attendues, évidemment, parce que c'est assez difficile, en PHP en tout cas, de moquer des appels extérieurs. C'est-à-dire vous ne pouvez pas juste vous dire, en tout cas pendant 2019, je vais couper ma connexion Internet, on verra bien. Non, on fait de l'intégration continue, c'est fini ça les gens, il faut faire ça proprement. On va vérifier l'état du circuit breaker, et donc on va regarder effectivement dans quel état il se trouve, ce qui va nous permettre de savoir quand est-ce qu'il agit et quand est-ce qu'il n'agit pas, et le contenu de la réponse reçue.
Alors, des clients HTTP de test, on en a plein. Guzzle en fournit un de bien, le composant Symfony aussi. Et vous allez pouvoir faire ça assez rapidement. Donc, je vous donne un exemple ici. Hein. Ça se joue en quelques lignes, en fait, au final, de moquer des réponses et de moquer des réponses dégradées. Et une fois ceci fait, après, vous prenez le framework de test de votre choix, votre préféré. En PHP, on va dire que le gros du parc, c'est du PHP Unit. Moi, je préfère BIAT, parce que BIAT, c'est une approche un peu plus fonctionnelle, avec un langage un peu métier. Donc, c'est plus facile à lire, et pour les développeurs, et pour les équipes fonctionnelles. Mais au final, ça va, dans les deux cas, on va faire ça. C'est-à-dire qu'on va vérifier effectivement le state, donc l'état du circuit breaker. On va faire X-call à ce service tiers qu'on aura défini, qui peut être complètement fake. Et puis, on va regarder les différents états du circuit breaker, passer un certain temps, donc ça aussi on peut le simuler, c'est-à-dire on peut simuler un temps d'attente et puis revérifier que le circuit breaker refait un test effectif en utilisant le client HTTP. Et comme ça, vous serez effectivement sûr que c'est protégé de la façon dont vous l'avez prévu, avec le comportement attendu. Vous aurez du coup plein d'exemples dans ma librairie qui vont vous permettre d'avancer là-dessus. Et je termine là-dessus en vous disant, au final, à vous de jouer. Je pense vous avoir montré que ces problématiques-là, c'est à vous, développeurs et développeuses, de les gérer. Ce n'est pas le rôle du DevOps, ce n'est pas le rôle du client d'attente de se dire « Ah, ben, c'est tombé, bon, on va attendre un peu, et puis on va serrer les fesses, ça va gueuler sur les réseaux sociaux, et puis c'est qu'un mauvais moment à passer. » Non, 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 2019, les gens. C'est à vous de sensibiliser vos équipes produits, fonctionnelles, votre client aussi, de l'habituer au fait que non, en fait, tout ne va pas se passer bien tous les jours, en fait. Ça peut péter, et ça va péter, en fait. La question à aborder avec lui, c'est pas on va empêcher que ça pète, bien sûr que vous allez empêcher que ça pète, on veut tous le cas idéal. C'est commencer à réfléchir avec vos clients, avec vos équipes fonctionnelles à d'accord, et si ça ne marche pas, on fait quoi? Et à partir du moment où vous aurez prévu ça, en fait, vos équipes vont évoluer, elles vont maturer, elles vont devenir plus efficaces, et vous allez être beaucoup plus serein avec ce que vous délivrez au jour le jour à vos clients. Je vous remercie. On peut maintenant passer aux questions. Pour information, il y a eu un problème technique vidéo dans une salle, ils ont dû changer la télé pour la vidéo. Du coup, vous avez le droit d'avoir Mickaël 5 minutes de plus. Tu prends aussi les questions de support PrestaShop ou pas? Rapidement. Levez la main bien haut pour qu'on puisse vous repérer. Une question. Deux. Ouais. Bonjour, déjà merci beaucoup pour la présentation. Bonjour. Moi j'avais deux questions très rapides. Ouais. J'ai eu un petit peu de mal à comprendre au niveau des circuits breakers, c'était un point tout bête. J'ai l'impression qu'en fait vous testez plus le fait que vous ayez un timeout sur votre côté HTTP, le côté de votre serveur. Par contre, vous ne testez pas le fait que le client va vous renvoyer, enfin l'API que vous utilisez vous renvoie un timeout ou potentiellement une erreur de proxy ou autre. Pourtant, pour moi, ça fait partie du circuit breaker et il faudrait aussi gérer ce genre de cas. Alors là-dessus, il y a effectivement un débat dans le circuit breaker. Pour moi, en fait, ça gère juste le cas d'indisponibilité. Par contre, ce que fait la librairie, c'est qu'elle catch toutes les exceptions. Et donc, si votre client HTTP, lui, et c'est notamment le cas de Guzzle, est capable de gérer ça, le timeout, le 403, enfin, tout ce qui est une erreur qui pourrait remonter, qui n'est pas votre serveur est tombé, mais votre service tiers, il est en erreur. Ça aussi, ça va être remonté par le circuit breaker et ça va être considéré faussement comme une indisponibilité. C'est-à-dire que le circuit breaker, lui, il protège juste de l'indisponibilité. C'est pas à lui de gérer le fait que votre service tiers ne répond pas ce qu'il devrait, normalement, dans la spécification du design pattern. Par contre, dans les faits, que ce soit la PrestaShop Circuit Breaker ou Resiliency, c'est géré. C'est géré pourquoi? Parce qu'effectivement, comme vous le dites, la plupart des développeurs et la plupart des gens s'attendent à ce que ce soit géré aussi. Donc c'est fait, mais c'est fait par effet de bord et c'est plutôt pour une question de développeur expérience en fait. D'accord. J'avais juste une toute petite question encore. Bien sûr. Vous parlez beaucoup de tests unitaires, tests d'intégration, soit au niveau du circuit breaker, je l'entends bien. Ouais. Est-ce que vous avez fait aussi des tests de chaos à faire une réplication de votre prod et à la faire tomber en fait tout simplement pour voir ce que ça donnait, pour tester au niveau de l'environnement? Est-ce que vous le recommandez ce genre de test au niveau du circuit breaker? Alors ce ne sera pas au niveau du circuit breaker. Enfin,
Du coup, ça permet de vérifier la qualité du circuit breaker en soi, mais par contre, c'est un truc qu'on a commencé à faire chez PrestaShop, à faire tomber des services. Je sais que, par exemple, votre boss, si vous lui dites « Oh, on va faire tomber le service, voir ce qui se passe », il ne va pas vouloir. Par contre, j'ai eu une astuce qui a popé au forum PHP il y a quelques mois. C'est si vous êtes hébergé chez Amazon, Amazon a des plans qui sont moins chers que d'autres d'hébergement. Par contre, ces plans-là, de temps en temps, ils tombent. En fait, ils tombent parce que c'est une instance qui est temporairement à vous. Et du coup, ça peut être une façon de simuler ce chaos tout en faisant passer la disquette, si je peux me permettre l'expression, à votre boss. Ok, merci. Voilà. Donc pensez à ça, c'est un plan qui est moins cher d'hébergement. Par contre, l'instance, elle est à vous temporairement. Donc elle peut tomber quelques minutes, mais elle peut tomber. Et du coup, ça permet de vérifier effectivement, mais qu'est-ce qui s'est passé et à ce moment-là, c'est intéressant. Avant la prochaine question, je profite pour dire que les cookies commencent toutes à 12h10 au lieu de 12h. Comme ça permet d'informer les deux intervenants qui attendent derrière. À toi pour la question. Bonjour, déjà Bonjour. Merci pour la conférence. Et je voudrais savoir, comme le circuit breaker, de toute façon, il doit bien être stocké quelque part. Si là où il est stocké, ça tombe, qu'est-ce qui se passe? C'est le circuit breaker, il s'ouvre automatiquement ou il disparaît à jamais dans le néant? Alors, ce que vous allez perdre l'état, donc du coup, ça va relancer. Après, si l'endroit qui est stocké, effectivement, lui, il est torn de chez down, ben, en fait, ça va faire que tourner, donc vous allez passer tout le temps de actif, inactif, actif, inactif, actif, inactif. Effectivement, ça serait un problème. Par contre, moi, j'ai eu le cas où, genre, dans le circuit breaker, la réponse dégradée, c'est elle aussi un appel à un service tiers, et du coup, vous avez des circuits breakers dans des circuits breakers, dans des circuits breakers, dans des circuits breakers. Et là, d'un point de vue analyse de ce qui se passe, c'est notamment le cas quand vous avez des architectures avec plein de services tiers, et vous allez dire, d'accord, donc cette instance-là, elle ne marche pas, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un appel à une autre instance qui est sur un serveur qui est peut-être aux US, donc ça répond un peu plus lentement, mais peut-être qu'il va répondre lui. Et là, pour analyser ça d'un point de vue profiling et monitoring, c'est assez compliqué. Parce qu'on s'y perd assez vite, effectivement, mais c'est difficile de faire de l'analyse de circuit breaker, je trouve. Mais voilà. Mais ouais, non, ouais, effectivement, si vous perdez la persistance, notamment en PHP, en Java ou en .NET, vous n'aurez pas ce problème, mais en PHP, par contre, ouais, si effectivement le système qui stocke les états du circuit breaker tombe, bah là, vous êtes mal, effectivement. Vous êtes mal. Et il est possible de faire un circuit breaker Par contre, vous êtes mal, mais vous aurez quand même la réponse dégradée à chaque fois. C'est-à-dire oui. qu'il y aura quand même une évolution par rapport à pas de circuit breaker. Et est-ce qu'il est possible de faire un circuit breaker autrement qu'en PHP? Oui, bah en fait, PHP est assez immature, on est assez en retard de quelques années sur ce sujet par rapport à l'écosystème Java ou .NET. C'est-à-dire qu'en Java ou .NET, ce circuit breaker, pour beaucoup, c'est même pas un sujet parce qu'il est là, et en fait, il est là dans les frameworks principaux. Et d'ailleurs, Resiliency se base beaucoup sur un circuit breaker très populaire de .NET qui s'appelle Poly, et sur lequel j'ai piqué notamment cette notion de monitoring et de reset et d'isolation. C'est-à-dire que ces sujets-là, en PHP, nous, ça ne nous parle pas, on serre les fesses, mais dans la plupart des langages, on va dire, professionnels ou plus matures, en fait, c'est déjà embarqué. C'est-à-dire on ne fait pas d'appel à des services tiers ou de web sans circuit breaker embarqué. Ça n'existe pas un client HTTP qui n'a pas son circuit breaker. Ou en tout cas, sinon, il n'est pas utilisé, quoi. Donc voilà, c'est une question de maturité, c'est-à-dire ça arrive. J'espère que ça va arriver encore plus vite, du coup. D'accord, merci. Je vous en prie. Levez la main pour la prochaine question, bien haut, qu'on puisse vous voir. Il y a des gens tout là-haut. T'as vu ou pas? Je sais pas. Peut-être qu'il ne voulait pas du tout poser une question, il s'est juste étiré, il a fait. D'accord. Bon bah c'est bon, bah du coup on va... Ouais, merci beaucoup. Pas de questions, on va te remercier Mickaël.